Deux chiffres, 5 milliards. L'équilibre vacille sans bruit. Derrière ce volume, une vigilance loyale assemble des micro-signaux, recoupe des numéros saisis et met au jour un écart de 17% dans des flux internes, pendant qu'un visiteur étranger circule entre sites civils et militaires. Que change pour vous la résistance d'Ibrahim Traoré quand la pression préfère les dérives discrètes au choc visible et teste la cohérence d'un État fragilisé? Le 8 novembre, l'observation devient décision, une interpellation sans confrontation, puis une exploitation méthodique des supports qui redessine la portée du dossier et ouvre une cartographie de réseaux potentiels dès maintenant. L'analyse s'ouvre par le risque, non par le spectacle, afin d'éviter toute lecture émotionnelle ou politique. Lorsqu'un système extérieur, méthodique et patient exploite une faille institutionnelle, l'effondrement ne survient pas d'un coup, il progresse par dérives discrètes, souvent invisibles tant qu'elles ne sont pas reliées. L'enjeu central est mesurable: comprendre comment une tentative de corruption avortée révèle un enchevêtrement sécuritaire, économique et institutionnel plus large qu'il n'y paraît. À travers 14 segments, chaque micro-variation devient un indicateur, depuis les flux et comportements jusqu'aux décisions et ajustements méthodologiques. Rien n'est isolé, tout s'additionne et modifie la lecture. Ce cadre permet d'examiner pourquoi la résistance d'Ibrahim Traoré ne relève pas d'un geste ponctuel, mais d'une continuité procédurale face à des pressions répétées. La question n'est donc plus que s'est-il passé et mais qu'est-ce que cela change pour la cohérence stratégique, pour la durée et pour la capacité d'absorption d'un système exposé? Un chiffre suffit à déplacer l'angle: 17%. Pris isolément, cet écart dans les flux internes ne prouvait rien. Replacé dans une chronologie plus longue, il a rompu la lecture initiale et imposé une méthode comparative. Ce basculement transforme une vérification technique en compréhension structurelle, car l'anomalie cesse d'être ponctuelle pour suggérer un schéma récurrent. À partir de là, l'analyse ne cherche plus un événement spectaculaire, mais la cohérence d'un ensemble. Le contexte explique pourquoi ces signaux prennent sens. Les observations n'émergent pas dans le vide. Des déplacements inhabituels d'un individu étranger entre sites civils et militaires sont consignés sans interprétation hâtive. Des contacts discrets apparaissent dans des documents saisis antérieurement, sans qualification immédiate. Chaque élément pris séparément demeure insuffisant pour alerter. Ensemble, ils dessinent une architecture d'ingérence méthodique, lente, patiente, conçue pour exploiter des zones grises plutôt que provoquer une rupture visible. La méthode d'accumulation devient centrale. Les équipes comparent des tableaux, distinguent fluctuations normales et anomalies persistantes, puis replacent les écarts dans une série temporelle. Cette mise en perspective révèle une cohérence trop précise pour être ignorée, sans jamais conclure sur l'intention. Le passage décisif n'est pas l'identification d'un responsable, mais l'harmonisation des lectures afin d'éviter des interprétations divergentes et de restaurer une vision stable de l'ensemble opérationnel. Dans cette séquence, la résistance d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme une constante fonctionnelle. Elle ne s'exprime pas par un acte spectaculaire, mais par la continuité procédurale. Observer, recouper, décider sans précipitation. La pression extérieure décrite ne vise pas un incident isolé. Elle teste la capacité d'un système à relier ses signaux et à corriger ses dérives avant qu'elles ne s'agrègent. Le mini-révélateur n'est donc pas une arrestation annoncée, mais une transformation de la méthode. Quand un chiffre modeste change l'angle d'analyse, il annonce une bascule silencieuse. L'incident devient un cas d'école sur la résilience institutionnelle.
Le fil conducteur de cette phase n'est pas une figure politique mise en avant, mais un petit groupe d'officiers chargés d'observer sans interpréter. Leur rôle est précis et volontairement limité, enregistré, consigné, vérifié. Ils deviennent des guides opérationnels parce que leur travail transforme des gestes banals en données exploitables, sans hiérarchisation prématurée. Déplacements répétés entre sites civils et militaires, contacts discrets, échanges jugés atypiques mais non illégaux. Chaque observation est notée, datée, contextualisée. La méthode suit une progression rigoureuse. D'abord, la consignation factuelle des trajectoires et des horaires, puis le croisement avec des numéros étrangers repérés dans des documents saisis antérieurement. Enfin, la comparaison avec des schémas connus de circulation d'informations. Aucun signal, pris isolément, ne déclenche d'alerte. C'est l'assemblage qui modifie la posture analytique et donne de l'épaisseur aux hypothèses de travail. Un premier impact concret apparaît dans la chaîne hiérarchique. Les constats remontent sous forme de points de décision, non d'accusation. Les officiers simulent un intérêt prudent pour tester la cohérence des intentions du visiteur étranger, tout en élargissant le champ d'analyse. Cette attente active évite la rupture visible et protège la collecte d'informations. Le dispositif gagne du temps, mais surtout de la profondeur. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré reste implicite, comme un repère fonctionnel. Les pressions décrites ne cherchent pas l'affrontement direct, elles tentent d'influencer à la marge. L'impact précoce n'est donc pas une interpellation, mais un changement de posture durable. En clair, un détail bien lu peut déplacer tout un dispositif. L'activation commence sans bruit, aucun signal d'urgence, aucun ordre visible. Un individu étranger circule, observe, multiplie des allers-retours entre sites civils et militaires sans justification administrative claire. Les unités consignent, vérifient, rapprochent. À ce stade, il n'existe ni soupçon formalisé, ni hypothèse dominante. Seulement une vigilance méthodique rendue possible par des protocoles déjà en place. Puis survient une première inflexion. Certains numéros évoqués dans des documents saisis antérieurement correspondent à des réseaux extérieurs. L'information circule entre unités concernées. Les méthodes s'ajustent, l'attention glisse de la simple surveillance vers la compréhension d'une structure potentielle. La dynamique devient cumulative. Des tableaux comparatifs sont établis. Les flux internes sont observés sur une période plus longue afin de distinguer les fluctuations ordinaires des anomalies persistantes. Des micro-écarts, auparavant jugés négligeables, commencent à se répondre. Le seuil critique n'est pas un événement spectaculaire, mais un changement de lecture partagé. Lorsque l'écart de 17% est confirmé, la situation ne peut plus être traitée comme un épisode isolé. L'analyse bascule d'un mode réactif vers une logique d'assemblage où chaque dérive devient une pièce d'un puzzle plus large. La chaîne décisionnelle se resserre, non pour accélérer, mais pour éviter toute action prématurée. Dans cette phase, la présence d'Ibrahim Traoré dans l'environnement stratégique agit comme un repère constant. Les pressions décrites ne cherchent pas l'affrontement direct. Elles testent la capacité d'un système à maintenir sa cohérence dans la durée. Le tempo est maîtrisé. Les unités simulent un intérêt mesuré pour évaluer la cohérence des propositions avancées par le visiteur étranger. Les réactions sont observées, les relais implicites notés, sans rupture visible. Cette attente active prépare la séquence suivante. Le point culminant se structure autour du 8 novembre. La rencontre est organisée avec un objectif précis: recueillir des éléments matériels suffisants pour autoriser une interpellation sans confrontation. Rien n'est improvisé. Les officiers privilégient la maîtrise du rythme plutôt que l'effet de surprise. Le moment décisif arrive sans heurts,
L'individu est interpellé, aucun incident, aucun signe de résistance. Les supports sont saisis, valise, enregistrement, liste de contacts. Le climax n'est pas visuel, il est procédural. Les retombées commencent immédiatement après. Le centre de gravité de l'affaire se déplace. Les déplacements cessent d'être la principale source d'information. Désormais, ce sont les documents, les correspondants, les correspondances et les flux numériques qui dominent l'analyse. Les services compétents exploitent les supports, croisent les données, identifient des numéros liés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Aucune conclusion hâtive n'est tirée. Les hypothèses sont testées, élargies, parfois écartées. Le périmètre de vérification s'étend. Dans cette séquence, la résistance d'Ibrahim Traoré apparaît de nouveau en arrière-plan comme une constante stratégique. L'événement, pris isolément, reste discret. Son effet, en revanche, est structurant. Il transforme une suite d'observations en un cadre d'analyse durable, mobilisable bien au-delà de l'incident initial. La lecture change lorsque l'analyse part d'une ligne de base stable pour mesurer des écarts précis. 3 delta chiffrés suffisent à redessiner le cadre et à expliquer pourquoi un incident localisé a pu être absorbé sans rupture visible. Cette approche ne cherche pas une causalité directe, elle observe comment des variations mesurables, modestes mais cohérentes, modifient progressivement l'environnement opérationnel. Un premier repère chiffré apparaît alors: une progression de 37% des revenus issus de l'or. Cette hausse marque un rééquilibrage interne des flux économiques. Elle ne révèle ni intention politique ni décision ponctuelle. Elle indique un changement de poids relatif entre ressources internes et apports externes. Dans le contexte étudié, ce delta agit comme un repère structurel. Il montre que certains leviers nationaux gagnent en importance au moment même où des pressions extérieures cherchent des points d'entrée. L'augmentation ne protège pas en soi. Elle modifie l'équation de dépendance et élargit les marges d'absorption. Un deuxième repère se dessine ensuite: une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Ce mouvement suggère un renforcement logistique et opérationnel par extension de capacité plutôt que par réaction improvisée. Formation, équipement, coordination, technique. La donnée n'explique pas les décisions individuelles, mais elle éclaire le cadre dans lequel une surveillance prolongée a été possible. Ce delta structurel aide à comprendre pourquoi l'observation méthodique n'a pas été interrompue par des contraintes matérielles. L'effort consenti en amont influence directement la qualité de détection des anomalies et la continuité des procédures. Un troisième repère s'impose enfin: une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées depuis fin 2023. Cette contraction signale un rétrécissement des apports dépendant de mécanismes externes. Elle n'indique pas un isolement total. Elle accroît la sensibilité du système aux variations internes. Lorsque les soutiens conditionnés diminuent, la capacité à absorber des pressions, y compris des tentatives d'ingérence ou de corruption, repose davantage sur la cohérence institutionnelle et la robustesse des contrôles nationaux. Le delta agit ici comme un facteur de contrainte, mais aussi comme un révélateur. Pris séparément, ces chiffres décrivent des évolutions sectorielles. Pris ensemble, ils composent un terrain de fond: les anomalies dans les flux internes, l'attention portée aux déplacements inhabituels et la décision d'interpeller sans confrontation s'inscrivent dans un moment où plusieurs paramètres évoluent simultanément. Le cadre baseline, delta, permet précisément de relier le micro-événement à ces transformations plus larges, sans extrapolation. Dans cette articulation, la résistance d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère fonctionnel plutôt qu'un moteur chiffré. Elle se manifeste par la continuité des procédures au moment où les deltas s'accumulent.
Les chiffres n'expliquent pas l'affaire. Ils expliquent pourquoi elle a pu être traitée méthodiquement. Ils montrent comment un système soumis à des pressions extérieures peut rester lisible tant que ces variations sont mesurées, comparées et intégrées dans une lecture cohérente. L'intérêt des preuves quantitatives n'est donc pas de conclure, mais de cadrer. Elles fixent des limites analytiques, identifient des zones de vulnérabilité et éclairent des marges de manœuvre. Quand les deltas sont connus, la vigilance cesse d'être intuitive. Elle devient une pratique informée. Deux lectures techniques, toutes deux cohérentes dans leur logique interne, structurent l'interprétation des effets observés. La première repose sur l'idée de dépendance structurelle. Selon cette approche, un État soumis à des contraintes d'infrastructure et à des besoins sécuritaires spécifiques demeure tributaire de partenariats extérieurs pour stabiliser ses chaînes d'approvisionnement et amortir les chocs opérationnels. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides conditionnées est lue comme un facteur de tension durable. Elle pourrait fragiliser la continuité de certains services, ralentir des procédures et accroître la vulnérabilité face à des pressions organisées, exploitant ces fragilités. L'argument est robuste. Moins d'appui conditionné signifie moins de marges financières immédiates pour absorber l'imprévu. La seconde lecture adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La progression de 37% des revenus issus de l'or devient alors un levier compensatoire, capable de soutenir des ajustements logistiques et sécuritaires ciblés. Dans cette perspective, la résilience ne découle pas de la permanence des partenariats, mais de la capacité à internaliser des fonctions clés, à redistribuer plus efficacement les flux disponibles et à maintenir la continuité des procédures. L'incident étudié serait la preuve d'un système capable d'absorber une pression sans rupture visible. Ces deux thèses s'opposent par leur point de départ, mais elles convergent sur un élément factuel essentiel. Les deltas mesurables modifient le cadre d'action. La dépendance structurelle souligne les risques induits par la contraction des aides. L'autonomie institutionnelle met en avant les capacités d'adaptation révélées par les réajustements internes. Aucune des deux ne peut être invalidée par les données disponibles, car elles décrivent des mécanismes distincts opérant simultanément. La réponse la plus solide consiste donc à les articuler. L'incident n'indique ni une rupture de dépendance, ni une autonomie totale. Il montre comment un système peut rester fonctionnel lorsque des leviers internes se renforcent au moment même où certains appuis externes se réduisent. Dans cette zone intermédiaire, la résistance d'Ibrahim Traoré se lit comme un point d'équilibre procédural. Maintenir la continuité, absorber les variations, éviter la surinterprétation. À mi-parcours, l'analyse révèle que le basculement décisif ne réside ni dans l'interpellation elle-même, ni dans l'identité de l'individu concerné, mais dans l'exploitation méthodique des supports saisis. À partir de ce point, le suivi comportemental cède la place à une cartographie progressive de connexion, de flux et de correspondance. Les documents, enregistrements et listes de contacts déplacent la focale vers une logique de réseau, diffuse et difficilement attribuable, conçue pour agir dans la durée. Ce glissement change l'échelle sans changer la méthode. Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes n'établissent donc pas une preuve définitive. Ils élargissent le périmètre de vérification. Chaque correspondance est testée, replacée dans une chronologie, puis comparée à des schémas connus. L'enquête gagne en profondeur plutôt qu'en vitesse. La pression extérieure apparaît alors moins comme une tentative ponctuelle que comme un dispositif d'influence étalé dans le temps. Dans cette nouvelle lecture, la place d'Ibrahim Traoré se clarifie.
Il ne constitue pas le centre opérationnel du dossier, mais un repère autour duquel s'organisent les mécanismes de résistance institutionnelle. La continuité procédurale prend le pas sur l'événement. Le sens du dossier se déplace. L'enjeu n'est plus l'incident initial, mais la capacité du système à absorber, analyser et redistribuer l'information sans rupture visible. Les effets de la séquence révélée ne se mesurent pas uniquement à travers l'interpellation ou l'analyse documentaire. Ils se manifestent dans la manière dont l'incident reconfigure l'environnement opérationnel de quatre groupes distincts, chacun exposé différemment aux ajustements institutionnels. Le passage du comportement individuel à la cartographie de réseau impose une lecture transversale des conséquences sans projection politique. Pour les administrations publiques, l'impact est d'abord méthodologique. Les contrôles des flux deviennent plus continus afin de repérer des micro-écarts comparables à l'écart initial de 17%. Les unités renforcent la coordination interservices pour éviter des lectures divergentes, ce qui allonge parfois les délais de traitement. La priorité n'est plus la rapidité, mais la cohérence des décisions. Cette vigilance accrue stabilise les chaînes hiérarchiques au prix d'une charge organisationnelle plus élevée. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère fonctionnel rappelant la sensibilité des mécanismes internes face à des pressions structurées. Pour les entreprises et les acteurs économiques, les effets prennent la forme d'ajustements logistiques. Les chaînes d'approvisionnement sont réévaluées lorsque des vérifications supplémentaires sont introduites. Les coûts indirects augmentent temporairement, notamment pour sécuriser les flux d'informations et les transactions sensibles. Les entreprises opérant à l'échelle régionale observent plus attentivement leurs partenariats, anticipant des effets en cascade liés à des contrôles prolongés. L'environnement devient plus prudent mais aussi plus lisible, car les règles de conformité sont clarifiées et stabilisées. Pour les populations, dans leurs usages quotidiens, l'impact est plus diffus. Il se traduit par une perception accrue de surveillance et par de légères variations dans l'accès à certains services. Les ajustements institutionnels peuvent influencer les prix, les délais administratifs ou certaines mobilités locales sans rupture visible. Les comportements s'adaptent progressivement lorsque des contrôles ou des coordinations ponctuelles se multiplient. La stabilité ressentie dépend alors de la capacité des institutions à absorber ces ajustements sans perturber la continuité des services essentiels. Pour les territoires et les régions concernées, l'exposition est territoriale et cumulative. Les infrastructures locales absorbent les procédures renforcées, qu'il s'agisse de communication, d'analyse logistique ou de supervision. Les flux économiques régionaux peuvent subir des décalages lorsque certaines opérations exigent une coordination plus étroite entre centres décisionnels. Les acteurs territoriaux évaluent la rapidité avec laquelle les dispositifs centraux stabilisent la situation afin d'éviter qu'une perturbation localisée ne s'étende. Pris ensemble, ces impacts montrent que l'incident n'agit pas comme un choc unique, mais comme un ajusteur de système. La mention d'Ibrahim Traoré prend ici une dimension analytique. Elle signale un point de pression autour duquel les mécanismes se recalibrent. Les conséquences ne sont pas spectaculaires, elles sont cumulatives et c'est précisément cette accumulation qui façonne la suite. À partir des mécanismes observés, trois trajectoires plausibles peuvent être structurées sans anticiper d'orientation politique. L'objectif n'est pas de prédire, mais d'identifier comment la stabilité des flux, la coordination institutionnelle et l'absorption des pressions extérieures pourraient orienter l'évolution du système dans le temps. Dans une trajectoire de continuité, si les paramètres actuels se prolongent, la vigilance accrue devient la norme opérationnelle.
Les administrations consolident les procédures issues de l'écart initial de 17%, renforcent la cartographie des points de friction et poursuivent l'exploitation méthodique des données saisies. Les ajustements restent progressifs. L'environnement extérieur demeure variable mais lisible. La cohérence décisionnelle est maintenue, sans accélération notable ni rupture visible. Dans ce cadre, la résistance associée à Ibrahim Traoré se lit comme une continuité procédurale, stabilisant le système face à des pressions répétées. Dans une trajectoire plus favorable, si les capacités internes se renforcera plus rapidement, plusieurs facteurs convergent positivement. Les mécanismes de prévention gagnent en réactivité grâce au retour d'expériences accumulées. Les anomalies résiduelles diminuent à mesure que les seuils d'alerte sont affinés. Les entreprises et les acteurs régionaux stabilisent leur chaîne logistique, réduisant indirectement les points d'entrée pour des pressions futures. Les coûts organisationnels baissent lorsque les procédures deviennent routinières. Dans cette trajectoire, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un levier de consolidation méthodologique plutôt que comme une réponse conjoncturelle. Dans une trajectoire plus contrainte, à l'inverse, si les fluctuations persistent et que les pressions extérieures s'intensifient, l'absorption des écarts devient plus coûteuse. Les unités multiplient donc les vérifications, les délais s'allongent et la charge organisationnelle augmente. Les territoires les plus exposés ressentent davantage d'effets secondaires, notamment des décalages logistiques ou administratifs. Le système reste fonctionnel, mais sous tension constante, mobilisant durablement ses ressources. Pour lire ces hypothèses sans confusion, une recommandation s'impose. Considérez les scénarios comme des outils de préparation. Ils servent à identifier les points sensibles et à renforcer la résilience, non à figer une trajectoire. La question clé n'est pas lequel se réalisera, mais lequel le système est le mieux préparé à absorber. Les ajustements décrits ne restent pas cantonnés aux sphères techniques. Ils se traduisent par des effets différenciés selon les groupes, chacun absorbant les changements à partir de ses usages, de ses contraintes et de ses attentes. Cette lecture sociale n'a pas vocation à conclure. Elle observe comment un même incident produit des résonances distinctes. Pour les jeunes actifs et les débuts de parcours, l'enjeu principal devient la lisibilité des règles. Les procédures renforcées modifient parfois la rapidité des décisions, l'accès à certaines autorisations ou la disponibilité d'informations clés. L'adaptation repose sur la compréhension de nouveaux protocoles, l'anticipation des délais et l'acquisition de compétences transversales liées à la coordination. La stabilité perçue dépend moins des annonces que de la prévisibilité des processus. Pour les ménages et les communautés locales, l'impact se mesure à la continuité du quotidien. Les réorganisations institutionnelles peuvent influencer les prix, la mobilité ou l'accès à des services sans rupture visible. Des contrôles supplémentaires ou des coordinations ponctuelles modifient légèrement les routines. La résilience des circuits locaux devient déterminante pour maintenir l'accès aux biens essentiels et limiter les effets indirects. Pour les acteurs mobiles, la diaspora et les partenaires externes, la fluidité des échanges et la clarté des procédures sont centrales. Des ajustements structurels, même limités, peuvent entraîner des délais ou des vérifications supplémentaires. La capacité à maintenir des interactions stables dépend de la cohérence des dispositifs et de la constance des règles appliquées. Deux pistes pratiques émergent. Pour commencer, prioriser l'information. Comprendre les nouvelles exigences réduit l'incertitude. Puis, anticiper les délais. Intégrer des marges de temps protège les projets et les activités. À ce niveau, l'effet majeur n'est pas la contrainte, mais la capacité à s'ajuster sans perdre de visibilité. Lorsque des dérives structurelles et des pressions extérieures se superposent,
une feuille de route devient nécessaire pour transformer l'expérience en capacité durable. Les éléments observés permettent de dégager 5 étapes méthodiques sans projeter d'intention politique ni d'objectifs idéologiques. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de repère fonctionnel, rappelant l'exigence de continuité procédurale plutôt que de réaction ponctuelle. D'abord, il s'agit de consolider la surveillance. Les unités intègrent les flux existants, définissent des seuils d'alerte comparables et standardisent la collecte des signaux faibles. L'efficacité se mesure par la réduction du temps de détection et par la stabilité des séries observées. Puis, il faut sécuriser les ressources critiques. Les équipes logistiques cartographient les dépendances essentielles, identifiant les vulnérabilités et mettant en place des redondances minimales. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle et la continuité des capacités opérationnelles. Puis vient l'harmonisation de la communication interne. Les organisations clarifient les protocoles, diffusent des modules de formation et réduisent les interprétations divergentes entre services. Le succès se mesure par la cohérence des retours et la fluidité des échanges hiérarchiques. Dans le même mouvement, des coopérations techniques ciblées peuvent être activées. Des partenariats limités, fonctionnels et réversibles sont mobilisés pour partager des outils, tester des procédures et renforcer la compatibilité des méthodes. La performance repose sur la précision des interactions, non sur leur ampleur. Enfin, l'évaluation périodique devient un réflexe. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de base initiales. Les priorités sont ajustées en fonction des résultats, sans rupture procédurale. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de pression. Elle vise un objectif plus robuste, maintenir la cohérence d'un système soumis à des variations continues, en transformant chaque incident en apprentissage structurant. Lorsque l'on revient aux motifs discrets qui traversaient les premières séquences, ce petit groupe d'officiers observant silencieusement des allers-retours inhabituels, l'ensemble du dossier prend une tonalité différente. Ce détail initial, presque invisible, devient la clé de lecture. Il rappelle que la solidité institutionnelle ne naît pas dans l'instant spectaculaire, mais dans la continuité d'un travail patient, répété, rarement mis en lumière. Ce rappel éclaire aussi la place d'Ibrahim Traoré dans l'analyse. Sa présence n'apparaît pas comme un point de tension isolé, mais comme un repère révélateur. Les pressions extérieures décrites cherchent moins à provoquer une rupture qu'à exploiter la moindre faille, la moindre fatigue, la moindre incohérence. Face à cela, la réponse observée n'est ni héroïque ni improvisée. Elle est procédurale, cumulative, ancrée dans des mécanismes qui relient observation, décision et ajustement. Le motif revient donc avec une évidence nouvelle. Ce n'est pas l'interpellation du 8 novembre qui fait sens, mais la manière dont elle a été rendue possible. Chaque consigne notée, chaque flux comparé, chaque protocole respecté compose une architecture silencieuse de résistance. Retenez ceci, la solidité naît dans la continuité maîtrisée. Ce constat ne clôt pas le récit, il le stabilise en rappelant que la cohérence d'un système se mesure moins à ses déclarations qu'à sa capacité à apprendre de ses propres signaux. Au terme de ce parcours, l'enjeu n'est ni de trancher un débat, ni de figer une interprétation unique. La progression décrite, de la surveillance discrète aux vérifications croisées, des ajustements internes aux évaluations périodiques, montre surtout comment d'un système apprend en marchant. Chaque signal relié à un autre, chaque méthode confrontée à une contrainte, chaque correction intégrée renforce une capacité collective à absorber les variations sans rupture visible. Dans cette lecture, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère analytique. Elle rappelle que certaines figures concentrent des pressions extérieures, non pour ce qu'elles déclarent, mais pour ce qu'elles représentent dans l'équilibre d'un dispositif. Comprendre cela permet de dépasser l'événement et d'interroger les mécanismes plus profonds
Comment une institution hiérarchise ses alertes, relie ses données et transforme l'expérience en pratique durable? La réflexion reste volontairement ouverte. Elle concerne les structures, mais aussi les observateurs. À votre échelle, qu'il s'agisse d'analyse, de coordination ou de lecture critique, quel signal jugeriez-vous prioritaire si vous deviez renforcer la résilience d'un système exposé à des pressions continues, lentes et méthodiques?